ben voilà. Alors, on est heureux d'accueillir Daniel Marmet, ici présent. Et alors, bon, ben moi je vais commencer par une question, M. Marmet. Oui. D'abord, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que Assange, c'est quand même pas la personne dont on parle le plus dans les médias mainstream, comme on dit. Est-ce que tu as une explication à nous donner là-dessus? Parce que ça fait quand même... Il s'est passé des trucs, par exemple la semaine dernière, il y a eu 39 députés qui ont rencontré le père d'Assange et la compagne avocate d'Assange, c'est la Maurice. Et en fait, il n'y a eu quasiment pas de reprise dans la presse, à part Russia Today, à part peu de choses en fait, hein, des médias alternatifs. Évidemment, là-bas, si j'y suis, qui a fait l'interview avec Shifton, parce que tu as fait l'interview avec John Shifton qui est depuis aujourd'hui en ligne sur là-bas.org. Et puis finalement, il y a eu assez peu de choses. Et nous, on est toujours très étonnés quand même de ça, parce que Assange, c'est quand même la personne avec Wikileaks qui a quand même révélé le plus d'informations, disons, dans les 20 dernières années, quoi. Et même dans l'histoire de l'information, Wikileaks, c'est les plus grosses révélations de l'histoire de l'information. Comment tu expliques que Wikileaks et Assange, qui a été l'homme de l'année en 2010 pour la rédaction du Monde, soient aussi ostracisés aujourd'hui? Je suis sûr que 98% des personnes qui sont dans cette salle ont la réponse. Ça s'appelle la lâcheté, puis voilà. Et il y a un mot qui... D'abord, bonsoir à tous, hein. C'est vachement sympa de rester là, alors que vous avez tous soit envie de fumer, soit envie de pisser. Après... Hein, c'est... Vous coupez les lumières? Ah, les lumières, c'est parce que c'est retransmis sur YouTube, je crois. Ouais. Vous avez trop de lumière? Ouais, je pense que c'est gênant. Ah, ça me gêne. Oui, quand ça plus intime. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas les bouger. Il y a un mot qui est intervenu qui est apparu sur Assange, c'est le mot controversé. Ouais. Il y a un moment, vous avez un personnage, une personne, quelqu'un comme ça, puis tout d'un coup, il est controversé. Et là, c'est cuit, et c'est très pratique pour les journalistes, parce qu'ils n'ont pas besoin de bosser, pas besoin d'enquêter, c'est terminé, on dit le controversé. Après, il y aura... Donc voilà, mais ça commence comme ça. Alors, il est controversé, ça veut dire qu'il est critiqué, ça veut dire qu'il s'est mis en défaut par rapport à des petites choses. Ça peut être des choses très très banales, mais c'est le journaliste controversé. Donc je crois que le défi, le conflit avec un certain journalisme français, le meilleur journalisme français, qui est le journalisme d'investigation, comme vous savez. J'espère que vous vous avez bien mis ça dans la tête. Le journalisme, c'est l'investigation. Et le journalisme d'investigation, c'est le journalisme qui va dénoncer Balkany, qui va dénoncer Cahuzac, qui va dénoncer Tapie, Fillon, etc. Et c'est le journalisme... espèce de supplétif de la justice et de la police qui consiste à enlever la pomme pourrie, dire vous avez vu, il y a une pomme pourrie là, oh là là, on va l'enlever. Voilà. Et Cahuzac qui passe des jours tranquilles en Corse. Tapie a été célébré, comme vous savez. Madame Balkany a montré récemment sa magnifique propriété. Elle a un bracelet à la cheville, ça la gêne un peu pour son pantalon, etc. Tout ça, c'est un journalisme inoffensif. C'est un journalisme inoffensif et c'est le plus pointu, le plus valeureux et le plus envié de notre journalisme. C'est un journalisme qui dit un autre capitalisme est possible et c'est nous qui faisons le ménage. Et voilà. C'est pas ce que disait Pierre Péan, hein, pour ceux qui suivent un peu toutes ces histoires-là. Pierre Péan était dans un autre type de journalisme. Et Assange, il a une autre idée là-dessus. C'est pas d'aller sur la périphérie des choses, c'est d'aller au cœur même de la question du pouvoir. Et de rentrer dans le pouvoir, de dire ce que le pouvoir ne dit pas. Le pouvoir, c'est ce qui... Je ne fais pas ce que je dis et je ne dis pas ce que je fais, c'est la définition du pouvoir. Et c'est de dire, eh ben, nous allons voir ce que le pouvoir concocte, ce que le pouvoir prépare.
Et ça devrait être la mission, le rôle numéro 1 des journalistes. Ça devrait être ça. La seule fonction, ça devrait être ça. Et les citoyens ordinaires n'ont pas le temps de faire ça. C'est pas leur truc. Ils vaquent à leurs occupations. Et les journalistes devraient avoir ce rôle qui consiste à aller voir ce que le pouvoir dissimule, ce qu'il cache, ces secrets qui sont... Le pouvoir repose là-dessus. Donc c'est ça la vision qu'il a. Hein. C'est une vision très simple, très candide, que beaucoup font mine d'avoir, mais qu'ils n'exercent pas vraiment, non pas parce qu'ils sont méchants ou mauvais, mais parce que ils s'en donnent pas les moyens. Alors il y a eu un moment où effectivement il y a eu une rencontre entre les documents que Wikileaks a pu communiquer aux grands médias en 2010. Les grands médias ont pu profiter de tout ce que Wikileaks pouvait leur procurer. Ils en sont largement servis. Et puis après, il y a eu évidemment, on l'a bien compris, enfin c'est tout con, c'est tout gros, c'est tout énorme, la pression américaine, quoi. C'est ça, c'est les secrets américains qui ont mis la pression, et les journalistes enfin les médias, quoi, sont revenus à leur position précédente et les plus valeureux sur l'investigation. C'est une autre histoire. Assange est sur une autre histoire. On l'avait rencontré, moi, à Londres avec Guy Van Ctil en 2013. On avait passé 2 heures au moins avec lui, avec Zimmerman, le mec la quadrature du net. Là, on avait passé tout un moment, on était revenu très très souvent sur ce thème. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu veux? C'était ce cœur même des pouvoirs qui l'intéressait. Mais c'est très simple, hein. C'est de contraindre le pouvoir à dire ce qu'il prépare, ce qu'il fait, pas nécessairement en publiant n'importe quoi, en dévoilant n'importe quoi, mais voilà, si on veut que les citoyens puissent exercer librement et démocratiquement leurs droits démocratiques, il faut qu'ils soient informés là-dessus. C'est tout con, hein, c'est tout simple. Son intention, elle est toute simple. Voilà, je crois que ça peut constituer une réponse. Je rappelle aussi qu'il y a un très grand parti dont j'ai montré, enfin, j'ai fait découvrir, je crois, au grand public, sans modestie mise à part, qui s'appelle le PCPE. Et c'est un très grand parti. Très peu de ceux qui font partie de ce parti savent qu'ils en font partie. Mais voilà, le PCPE, c'est le pas de couilles, pas d'embrouille. PCPE, pas de couilles, pas d'embrouille. Et que les dames ne s'offusquent pas, c'est le pas de courage, pas d'embrouille. Et le symbole du PCPE, c'est la manche à air, vous voyez? La manche à air ne fait rien par elle-même, c'est le vent qui la pousse comme ça. Et voilà, c'est l'adversaire, le seul, enfin, non, pas le seul, mais l'adversaire numéro 1 du PCPE, c'est Assange. Il est sur des valeurs de courage, hein, ce gars-là. Il est sur un truc un peu chevalier, héroïque, le courage, dévoilé, enfin, c'est des vieilles histoires. Et puis, il est aussi sur... il croit à la vérité. Ça, c'est un truc qui est en voie de disparition, en voie de contestation. On l'avait fait avec Olivier il y a une dizaine d'années. On a filmé une rencontre au Collège de France entre Noam Chomsky et Bouvresse, Jacques Bouvresse, qui est mort il y a peu de temps, sur la question de la vérité. Et Bouvresse, au Collège de France, s'était donné le mal de faire venir Bourdieu, enfin oui, ça aurait pu être la même chose, Chomsky, sur la question de la vérité. Et alors, il avait une filiation, Roussel, Orwell, Chomsky, et puis alors Bouvresse, bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien voilà, c'est que on croit à la vérité, on croit qu'il y a une vérité, on croit que la vérité, on croit qu'il faut défendre la notion de vérité et d'objectivité. Et alors bon, mais attendez, mais ah ben non,
Et on s'aperçoit que c'est... Au fond, Assange, on aurait pu le rajouter au bout de cette suite de chercheurs, enfin, lui d'une manière beaucoup plus pratique, quoi, enfin, sur l'idée que oui, non, il y a bel et bien une vérité, qu'il faut la chercher, et parfois il faut, quand elle est édifiée, il faut la respecter, qu'elle est utile, qu'elle peut être utile, qu'elle est utile. Il croit à ce genre de truc. Et visiblement, ça marche, puisque quels sont ses adversaires? Il montre bien ses adversaires, quoi. Il les met à nu. C'est un moment formidable que nous vivons. Parce que ceux qui s'opposent à la démarche d'Assange, là, sont vraiment nus. Alors, alors, vous avez peut-être des questions, mais aussi, c'est pas forcément sur Assange, ça peut être aussi sur le parcours journalistique, mais aussi en fait du travail de la Bastille Juif depuis 30 ans, parce qu'en fait, la Bastille Juif, c'est quand même une émission, et puis maintenant un média qui a quand même fait le tour du monde, qui a quand même fait découvrir beaucoup de gens. Et effectivement, vous avez filmé avec enregistré avec Guy en 2013 Assange, et vous êtes les seuls à avoir fait, je tiens à le dire quand même, une émission d'entretien avec Assange sur France Inter. Oui. Il n'y en a pas eu d'autres, hein, ni avant ni après. Tu peux nous dire un mot là-dessus, quand c'est passé, vous n'avez pas eu de soucis, ça va, tout allait bien? Oui, mais enfin, bon, on leur en veut pas trop, parce qu'on a quand même réussi à faire ça pendant 25 ans. Bon, on leur en veut pas trop. Mais non, c'était drôle, parce que là, pour le coup, on était vachement contents. C'était un scoop, hein, on était contents, comme journalistes, nous... Voilà, oh là là, formidable. On est sorti de là avec Guy. C'est drôle, il y avait plein de supporters d'Assange à l'extérieur de l'ambassade, avec des gens formidables, sympas comme tout. Et on avait un petit... D'ailleurs, c'est dans les reportages que vous pouvez retrouver sur notre site. Il y avait aussi bien des gens complètement réacs qui soutenaient Assange que des gens vachement progressistes et tout, c'était assez marrant. On avait en tout petit un échantillon des gens qui le soutiennent à travers le monde. Hein. En tous les cas, on était vachement contents, là, pour le coup. On était... la direction d'Inter nous était hostile, hein, c'était notre cher ami Philippe Val, qui rêvait toutes les nuits de me faire disparaître. Souffrance. Hein? D'atroce souffrance. Et puis son assistante, surtout, qui rêvait. Mais quand même, là, on s'est dit, on a vraiment un truc formidable. Personne ne l'avait eu. Enfin, sur Inter, au moins, il y avait eu, faut pas exagérer non plus, mais quand même. Et donc, on les a appelés en disant, il faut faire de la promo, on va diffuser ça dans 3 jours, allons-y. Et elle était glacée. Je dis, bon, le lendemain matin, elle m'a laissé un message en disant, je me souviens de ce message qui était France Inter ne souhaite pas s'associer à un tel sujet. en promotion, hein, on a diffusé évidemment le sujet, mais ils étaient tout à fait hostiles. Alors du coup, j'ai appelé Philippe Val, mon ami Philippe Val, qui m'a dit que c'était imprudent. Alors vous avez des questions, c'est sûr. Allez-y, il faut que quelqu'un se lance, et puis après tout le monde va vouloir parler. Je sais très bien comment ça se passe, c'est vrai, c'est bon. Oui, je vous remercie de raconter ce qui s'est passé à la France Inter à l'époque, parce que Fabienne Sintès, donc animatrice de France Inter actuellement, a reçu Stella Maurice cette année, c'était bien, et Antoine V, l'avocat français d'Assange. Et à un moment, elle demande à Antoine V, mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la cause d'Assange? C'est bien, ça ne prend pas. C'est un peu normal si France Inter était réticente à en parler avant. Ça participe du problème. Oui, ça fait partie de leur truc. Moi, j'ai aucune revanche contre France Inter, hein, qui est passé, surtout pas contre Radio France, contre le service public. Simplement, je l'ai dit une bonne fois pour toutes, mais quand j'étais dedans, que je déplorais la présence de ces médiocres dans une telle vallée aussi fertile. Voilà, des médiocres dans la vallée fertile. Je parlais des directions. Mais sinon, bien sûr que les journalistes font ce qu'ils peuvent, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont là, ils font leurs petits trucs, c'est les assistants qui leur préparent les sujets. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Assange, vas-y, t'as le truc, voilà, vous savez bien comment ça se fabrique. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'intention réelle, il n'y a pas de...
vous attendez des journalistes qui ne peuvent pas vous donner, quoi. Ça n'en finira pas si vous restez là-dessus éternellement. Et il y a le moment où il faut faire le sujet. Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la controverse. C'est un type controversé. Est-ce qu'il a vraiment violé 2 Suédoises, etc. Ou sulfureux, c'était l'autre terme. Après, c'est sulfureux, c'est plus grave. Mais c'est d'abord, ça commence, il y a 2 termes, controverse et sulfureux. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un va aller dans les rédactions, est-ce que quelqu'un a vraiment enquêté au moment où Assange était poursuivi, enfin, pour des viols en Suède, et est-ce que quelqu'un a fait vraiment l'enquête? Est-ce que quelqu'un est allé là-bas, bosser, rencontrer ces 2 collaboratrices? C'était des collaboratrices à lui. Hein. Est-ce que quelqu'un fait vraiment le boulot pour savoir, etc. C'est pas la peine de se faire chier. Controverse, il est controversé, ça suffit. Ça a duré combien de temps? 9 ans? 7 ans avant qu'il soit finalement totalement relaxé de cette histoire, parce que l'affaire a un non-lieu, quoi. Il n'y a rien. Mais c'est le début, effectivement, ce qu'on voit dans le film brièvement. Et cette fausse accusation de crime sexuel a finalement abouti sur 7 ans d'enfermement dans cette ambassade. Et puis maintenant, c'est plus le sujet du tout, hein, vous avez compris. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est l'extradition d'Assange pour espionnage, vol de données. C'est de ça dont il est accusé aux États-Unis, puisque au nom de ce qu'on appelle l'Espionnage Act de 1917, qui est une loi absolument américaine. Hein. Je rappelle que Assange n'est pas américain, il est australien. Et donc il est accusé au nom d'une loi américaine de 1917 qui a servi, tu te rappelles Daniel, c'était le sujet de notre film sur Howard Zinn, comment cette loi a été créée en 1917 pour faire taire les opposants. Et c'est la même loi qui a fait taire à l'époque Emma Goldman, qui aujourd'hui est utilisée pour essayer d'extrader Assange et le juger là-bas où il risque 175 ans de prison. Voilà. Donc ça voilà, donc l'affaire de présumé crime sexuel, qui est au départ une affaire de préservatif, on ne va pas rentrer en détail, c'est totalement absurde. Finalement, elle n'existe plus cette affaire, mais elle a été le prétexte pour poursuivre Assange pendant 7 ans et à l'issue de ces 7 ans, donc il a été arrêté, ce qui est totalement inédit, dans une ambassade. Il a été arrêté et mis en prison pendant 50 semaines, c'est-à-dire quasiment 1 an, pour avoir brisé les conditions de sa détention, c'est-à-dire son bracelet électronique et de ne pas avoir respecté les conditions de sa surveillance. Liberté conditionnelle. Voilà, de sa liberté conditionnelle. Il reste 2 trucs. Il leur reste pédophilie et antisémitisme. Il n'a pas fait pas encore. Ça, c'est réservé à... Antisémitisme, antisémitisme, non plus. Antisémitisme. Non, mais ils lui ont tout mis sur la tronche. À une époque, c'était je jette tout et je vois ce qui colle au mur. Hein? Je jette tout et je vois ce qui colle. Ouais. Donc, antisémitisme, si, il y a eu. Pédophilie, il y a eu. Parce que je me souviens à l'époque, qu'on a commencé à contre-attaquer en disant que Julian Assange avait justement aidé à démanteler un réseau de pédophiles en Australie. Je ne me souviens pas exactement les conditions de l'attaque, mais je me souviens de la façon qu'on a riposté. Donc, si on a riposté comme ça, c'est que quelqu'un avait bien avancé l'argument. Donc, alors qu'il était justement au contraire, il avait travaillé contre un réseau. Oui, c'est ça, pour démanteler, j'ai dit non, moi j'ai oublié de dire. Vous avez 90 en Australie. Voilà, donc non, ils lui ont tout mis sur le dos. En grosso modo, dans cette campagne, ils ont réussi à faire, à convaincre les gens de gauche que c'était un salopard de droite, et aux gens de droite que c'était un salopard de gauche. Et tous les arguments ont été utilisés dans une large variété, qu'il était soit un agent russe, soit qu'il voulait démanteler l'État, soit que c'était un anarchiste dangereux, soit c'était un rouge-brun. Enfin, moi j'ai tout vu. Tout. Oui. Ce qui est intéressant, je vous conseille, évidemment, ça ne vous a pas échappé, j'espère, c'est le papier qu'ont fait nos copains du monde diplomatique dans la comparaison avec Navalny. C'est un truc que Chomsky et Herman avaient mis en évidence dans la fabrique du consentement. Ils avaient comparé le traitement, je ne sais plus ce que c'était, l'assassinat d'un évêque en Pologne, d'un prêtre en Pologne, comparé à l'assassinat en Amérique latine. Et il comparait les volumes de traitement médiatique de l'un et de l'autre à travers le monde. Bon, bien évidemment que c'était
c'était le prêtre polonais qui arrivait très très largement. Et là, c'est la même chose avec Nawalny, quoi. La façon dont un type comme Pieraski, que vous entendez tous les matins, si vous voulez, tous les matins, vous dire tiens, je vais me faire un petit bain de médiocrité, vous écoutez Pieraski avec le petit déjeuner. Et il n'arrive pas toujours à copier toute la fiche Wikipédia jusqu'en bas. Et c'est assez marrant de voir le vocabulaire qu'il utilise pour parler d'Assange. Il en a parlé assez souvent, hein. Mais les qualificatifs, c'est là qu'on a la controversée, qu'on a ce genre de langage, du type absolument lâche, absolument prudent, ce serait pas compliqué de bosser un peu plus, tout simplement, d'enquêter, quoi. Enfin voilà, vous connaissez toutes ces choses-là aussi bien que moi. Merci. C'est un peu naïf tout ce que je demandais, mais j'ai entendu aussi qu'il y a un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte en France. Quel serait le bénéfice pour l'arsenal qui pourrait aider Assange si cette loi arrive? Quel serait pour vous? Est-ce qu'il y a des chances que la France s'implique un peu plus Votre question m'embarrasse parce que d'abord, si vous voulez, ce que je vois dans ce film et ce que je vois de manière générale là-dessus, c'est tout le côté juridique, vous voyez. Personnellement, je respecte évidemment tout ce qui est de l'ordre juridique, mais il faut qu'on fasse gaffe à ça. Pour moi, il y a un moment, il faut savoir, est-ce qu'on s'en remet au juge? Est-ce qu'on s'en remet au juge? Avant de s'en remettre au juge, il faut d'abord peut-être qu'on commence par se remettre à nous-mêmes et discuter comme on le fait. On essaye de pédaler un petit peu avec des idées, avec des choses qu'on sait, qu'on croit savoir, etc. Et dans le film qu'on voit là, et c'est un film sur le juge Garçon, hein, c'est toute cette stratégie juridique qui est très valeureuse, qui est très intéressante, etc. Mais moi j'ai bien aimé l'entretien que j'ai eu la chance de faire avec le papa avec John, le père de Julian Assange, qui fait des comparaisons avec Prométhée. C'est magnifique. Le type vient, il dit oui, il soulève le mythe de Prométhée, le poème de Shelley. Moi je lui dis mais non, mais vas-y, etc. Et c'est vachement intéressant. Vous ne trouvez pas que dans l'histoire, dans cette saga Assange extraordinaire, ce personnage, ces mythes et tout ce que ça soulève de discussion, de réflexion qu'on évoque là, je trouve que le juridique masque ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non mais parce que, voilà, les juges vous le disent, les gens de la justice vous le disent, nous on est là, la justice applique la loi mais pas la justice. Ce que nous considérons nous autres, les petits gens ordinaires comme la justice, n'est pas la justice de la justice. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, Daniel Bensel a fait un très beau livre qui s'appelle S'en remettre au juge. Faut-il s'en remettre au juge? Et là je pense que c'est important, là, on est lancé. Mais je trouve qu'on se replie trop, ou du moins, je veux dire que les discussions que cette histoire peut susciter sont aussi riches et aussi plus riches c'est pour. Je réponds pas à votre question comme je suis là. Faut-il protéger les lanceurs d'alerte? Ma réponse est oui. Voilà. Qu'on ait des lois pour les protéger, oui, sans doute. Faudrait-il qu'il y ait des gens capables de lancer des alertes? Et sur quel sujet? La réflexion autour de ça, la protection des lanceurs d'alerte dont tout le monde parle, je trouve que c'est un peu comme la protection des délégués syndicaux dans une boîte. C'est sûr qu'ils sont protégés par la loi, mais c'est sûr que les patrons trouvent toutes sortes de moyens de leur pourrir l'existence et la vie, et notamment de leur garantir un non-avancement, etc. Dans le cas des lanceurs d'alerte, le problème est le même. On peut les protéger, ce qui, n'empêche pas qu'on leur pourrisse la vie là où ils sont, et deux, ce qui n'empêche pas qu'ils sont neutralisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à l'information qu'ils espéraient pouvoir révéler. La solution de Wikileaks qui garantissait l'anonymat aux lanceurs d'alerte, c'est la seule véritable.
protection des lanceurs d'alerte. C'est la seule qui en plus qui perdure, parce qu'une fois que vous avez lancé l'alerte, vous pouvez recommencer, vous pouvez rester tranquille dans la boîte, ou la société, ou l'administration. Vous pouvez même monter dans la hiérarchie, obtenir des promotions, etc. Vous pouvez toute votre vie rester un lanceur d'alerte, ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait que je trouve qu'il est extrêmement paradoxal qu'au niveau européen ou ailleurs, on fasse semblant, parce que pour moi c'est faire semblant de dire on va protéger les lanceurs d'alerte avec les lois, alors qu'ils avaient l'outil parfait de protection des lanceurs d'alerte qui avait été construit pour ça, c'était Wikileaks. Il y a une question là-bas. Pour ce qui est des relations entre les journalistes et Assange et Assange et les différences, est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence entre un nouveau journalisme qui serait apporté par Assange et un journalisme un peu plus classique, même qui arrive à sortir des Panama Papers en se regroupant, ce genre de choses, mais qui ne défendrait pas Assange parce que c'est un petit peu différent? C'est ce que j'ai dit en commençant. Oui, non, mais d'accord, mais c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. Il y a un journalisme qui est tout à fait respectable, qui est le journalisme d'enlever la pomme pourrie du compotier. Hein? Ce que je disais tout à l'heure, c'est un espèce de supplétif de la justice et de la police, et qui a tout à fait son rôle. Là, j'ai vu récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, Madame Balkany. Madame Balkany, elle a un bracelet à la cheville, elle rigole, elle dit oh là, c'est embêtant pour mon pantalon. Elle va bien, Madame Balkany. Ouais, tout va bien, Monsieur Cahuzac. L'affaire Cahuzac a permis à Mediapart de s'installer, de recueillir des quantités d'abonnements, etc. Très bien, Mediapart est un bon média, etc. Mais absolument inoffensif pour l'essentiel. Ça nous fait plaisir de savoir que Tapi est un voleur. On adore les voleurs. On adore les hors-la-loi. À Outlaw, quand j'étais gosse, on dit ah, Outlaw. Hors-la-loi, on adore ces gens-là. C'est pas ce que fait, à mes yeux, c'est pas ce que fait Assange. C'est pas ce qu'ils nous disent à passer. On voit bien, c'est autre chose, c'est une autre affaire. Une autre affaire qui va au cœur même du système du pouvoir. Alors qu'il y ait une certaine rivalité ou qu'il y ait un agacement, ça n'a pas été le cas au début, hein, quand, si j'ai bien compris, toi qui es le biographe d'Assange, lorsqu'il Wikileaks a procuré toutes ces informations aux grands journaux dans le monde, ils ont été tout à fait ravis d'utiliser tout ça et de se charger de trier, de publier, etc. Mais au bout d'un moment, ça les a lassés. Alors pour les raisons que vous dites sur la concurrence, c'est un peu agaçant. Si vous voulez, France Inter, pour revenir à France Inter, la rédaction de France Inter s'est aperçue un beau jour qu'ils n'avaient jamais sorti aucune affaire. Il y a des centaines de journalistes à Radio France. Je parle de la rédaction, je ne parle pas des programmes, qui est le monde d'où je viens, mais de la rédaction. Ils n'avaient jamais sorti la moindre affaire, même pas l'investigation. Ah, il faut dire, maintenant on va le faire. Et puis ils ont créé des cellules d'investigation en reprenant, en dévoilant. Voilà, ils arrivent à trouver un méchant. Là, il y a un méchant dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est mal conduit, on va le dénoncer, etc. C'est bien, hein, c'est bien. Moi, je crois tout à fait à la nécessité de la gendarmerie, de la police, de la justice. Vous imaginez bien, je ne serais pas là sinon. Mais c'est pas le seul truc qui me préoccupe dans la vie. C'est pas la chose essentielle pour moi. La sécurité, c'est très important. Hein. Deuxième préoccupation des Français. Après le pouvoir d'achat. Donc, moi, en tant que journaliste et responsable d'un site médiatique, je dois tenir compte de ça et faire des sujets sur la sécurité. Ah oui, on est des entreprises, vous savez, monsieur. Et oui, chacun sauve sa petite entreprise. Il faudra un jour que vous compreniez tout simplement comment marche une rédaction, comment marchent les médias et les entreprises comme les autres. Hein. Et il faut vendre, il faut faire du buzz, n'importe quoi. Le mec qui dit on va mettre les juifs dans les fours. Ok? Et ben voilà, ça marche. L'autre qui dit les chambres à gaz n'existent pas. Pof, l'audience monte.
Hein. Ce que fait Zemmour, c'est qu'il copie, mais alors, il recopie tout ce qu'a fait le vieux Le Pen il y a 40 ans. Ça marche. Que veulent les chaînes derrière? Du buzz, de l'audience. Et à un bout, vous avez Bolloré, à l'autre bout, vous avez Zemmour. C'est simplement ça, on s'en fout. Regardez la joie ces jours-ci, depuis hier, de Radio France, parce que France Inter est en tête, parce que France Info est en 3e position. Ils sont ravis, ils sont heureux, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour capter ces auditeurs. Avec des techniques, ne croyez pas que c'est n'importe quoi, ne croyez pas que c'est au doigt mouillé. Il y a des études sociologiques, les sociologues servent à quelque chose, il y en a sans doute parmi vous, qui sont là pour dire quel programme, quel thème, quel sujet, quelle voie il faut pour séduire telle tranche d'âge, tel milieu socioculturel, etc. Le but, c'est l'audience. Or, il y avait un média, il y avait plus qu'un média, une entreprise comme Radio France, qui est une entreprise publique qui n'avait pas le profit pour but. Je vous refais la phrase. Ne pas avoir le profit pour but. Vous vous rendez compte? Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux, non? C'est-à-dire que l'audience pour Radio France n'est pas une obligation, c'est une ambition, mais ce n'est pas une obligation. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Que font-ils de cette possibilité, de cette chance extraordinaire qui est une histoire, je pourrais vous raconter un autre jour, parce que ça durerait toute la nuit, et ils font de l'audience, ils copient ceux qui courent derrière l'audience. Sauf que il arrive que ceux qui courent derrière l'audience ont des maîtres derrière. Il y a CNews, il y a Bolloré. Et Bolloré ne cherche pas seulement le profit, là, pour le coup. Il ne cherche pas seulement le profit, il a un autre projet, il a un projet idéologique. Que Radio France n'a plus. Pensez à ça, hein, parce qu'on est dans des histoires très importantes en ce moment sur le plan des idées, sur le plan de la sensibilité, sur le plan de tout ça, quoi. Et ne vous étonnez pas si Fabienne Synthèse, c'est elle, oui, est tout à fait étonnée que c'était là. Elle s'étonne qu'on ne parle pas plus d'Assange, pourquoi la chose ne prend pas. Oui. Cet été, France Culture a fait une série sur Chomsky pendant 5 jours. Ils ne nous ont pas cités. On a été les premiers à faire, en 2007, à faire une série sur Chomsky. Et quand on a diffusé cette série, je parle d'abord sur Inter, on s'est aperçu que Chomsky n'avait pas parlé à Radio France depuis 1972, on était en 2007. Ok. Et ils sont tout d'un coup aperçus que c'était un philosophe. Enfin, ils ont dit philosophe, je crois. Mais on n'a pas été cité du tout. Hein. La base philosophique n'a pas été citée du tout dans cette série Je ne suis pas amer de ça. Hein. À quel point ces richesses, ce capital, je dis bien le capital, est tristement dilapidé. Non, ne vous étonnez pas que le personnage Assange, il transporte les mythes et les idées, comment dire, le combat qu'il porte soit, comment dire, dévitalisé. Mais cela dit, c'est quand même c'est une figure et un héros pour toute une génération à travers le monde. Hein. Et ce que dit le père, son père, John, j'étais étonné d'apprendre qu'il voyageait à travers le monde, hein, c'est ça. Hein. Et, il fait 58 pays. 58 pays. Et le pépère, il est là, à 78 ans, il a le même âge que moi. C'est le même. On va se retrouver dans le même EHPAD. Je pense qu'il est deux dans pas longtemps. Vous êtes même Muppet Show, hein, tous les gars. Et c'est étonnant, non? Partout, il trouve des soutiens, il trouve des gens qui adhèrent à ce combat. Donc voilà, c'est une réussite. Il y a une question au premier rang. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est par rapport aux médias. Et en fait, non seulement la corporation des journalistes ne soutient pas beaucoup Assange, mais pour une partie importante, ils l'ont enfoncé. Notamment quand
ils ont visiblement enfoncé et participent à l'accusation américaine contre lui, comme quoi il a mis des vies en danger par ses révélations, notamment en Afghanistan et en Irak et en Arabie Saoudite, pour des homosexuels en Arabie Saoudite. En fait, c'est des grosses gaffes qui ont été faites par des journalistes du Guardian, qui ont révélé des codes que Assange leur avait confiés. Il pensait avoir affaire à des professionnels. Il a travaillé avec donc, les plus grands journaux dans le monde. Il leur a confié donc, du matériel qu'ils étaient censés expurger. Ne pas révéler bien sûr les mots de passe pour pouvoir rentrer dans des textes non expurgés, etc. Et ils ont fait, donc, notamment 2 journalistes du Guardian qui ont participé à faire des grosses conneries, qui ont mis des vies en danger, effectivement, même si rien n'a été prouvé après sur la mise en danger de civils. Mais en tout cas, il reste dans le récit médiatique de ceux qui critiquent Assange, et notamment de beaucoup de journalistes. Je voyais récemment un film de Moreira qui reprenait ce récit, qui interviewait même un des 2 journalistes du Guardian sans le remettre en question lui. Je trouvais ça assez grave parce que c'est à cause de ce journaliste que Moreira interview que Assange aujourd'hui est accusé d'avoir mis des vies en danger. Bref, non seulement ils ne le soutiennent pas, mais pour certains... Mais c'est vrai qu'il est sur une corde. Il est vrai sur une corde sensible. Enfin, il dévoile, tout d'un coup, Wikileaks se met à dévoiler des tonnes d'informations, mais j'ai cru comprendre, enfin confirme-moi, ou toi, Victor, c'est ça, hein, Victor. Il était bien clair que ces informations étaient destinées aux médias, en leur disant on vous confie on révèle ces choses-là, mais à vous de faire le boulot, de trier, présenter ça. Bien évidemment qu'il y avait des choses trop brutales, qui mettaient en jeu des vies privées, ou des choses qui doivent être ménagées ou qui ne doivent pas être dites. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et pas non plus, pas de espèce de vérité absolue, une espèce de nudité, de transparence, qui serait la vertu suprême. Mais ça, je crois que ça ne lui a pas échappé du tout, ça ne leur a pas échappé. Ça leur a pas échappé. Alors après, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat là. Mais pour quelques bavures, disons, appelons ça comme ça, ça suffit pas, en tout cas, à discréditer la démarche générale, encore une fois, qui est une mise en question du pouvoir, non pas pour anéantir le pouvoir. Hein. C'est exactement l'idée de Chomsky sur le pouvoir. C'est pas la question, c'est la légitimité du pouvoir. La question n'est pas que tu aies le pouvoir à tel moment ou à tel autre. C'est pourquoi, comment tu as fait pour l'avoir? Qu'est-ce qui fait que tu diriges ce truc? Qu'est-ce que tu fais que tu es la patronne? Dis-nous, ok? Et puis, qu'est-ce qu'il fait et quel contrôle, etc. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer le commandant Marcos, dans la réalité, dans le Chiapas, et il expliquait, il était en boucle là-dessus. Il dit je commande en obéissant. Je commande en obéissant. Voilà une forme du pouvoir. Il savait très bien ce qu'il disait, puis il savait très bien à qui il le disait. Et voilà, tu vois, c'est pas la question de dire ah ben on va faire un truc d'horizontalité, puis machin, puis chacun dire non, ça marche pas. Mais qu'est-ce que le pouvoir? Et la question, elle est toujours cette opacité. Mais c'est très ancien que le pouvoir reste opaque et qu'on cherche à savoir ce qu'il concocte, c'est très ancien. Là, notre chance, c'est que le pouvoir s'isole. C'est que le pouvoir s'isole. Il y a toujours l'histoire du calife qui dit mais qu'est-ce qu'on dit de moi dans la ville? Tu connais ça, cette histoire, hein? Qu'est-ce qu'on dit de moi dans la ville? Alors le calife se déguise en petit personnage populaire, comme ça, en petit marchand, et puis il va interroger les gens. Qu'est-ce qu'on pense du calife? Il ne sait pas lui-même. Il est coupé. C'est notre chance par rapport au pouvoir. Mais c'est bien ça, les colères d'Hillary Clinton. Là, j'ai lu le truc, c'est formidable. Enfin, à quel point... son comportement, il y a pour beaucoup là-dedans. Et ce que j'ai lu aussi sur comment Hollande se fâche tout de suite quand il est question d'espionnage. Non, comment s'appelle ça, sa garde des Sceaux? Bien. Oui, donc quand Taubira, c'est ça, hein, si j'ai compris. Taubira pense que l'asile, ce serait bien de lui offrir le droit d'asile,
immédiatement Hollande dans les 40 minutes, hein, c'est ça? Redis-moi. Avant, il n'a pas demandé l'asile. Hein, Non, oui, il n'a pas eu le temps, en fait, à Assange de demander l'asile. Il a fait une lettre ouverte à Hollande dans Le Monde, et moins d'1 heure après la publication, l'Élysée faisait savoir que il n'y aurait pas d'issue favorable s'il y avait une demande officielle. Avant même qu'il demande. Ouais. Oui, moi je voulais revenir par rapport à ce que moi m'a fait appeler davantage le film par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que ce que dit le film, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, c'est que ça parle moins de toutes les révélations qu'Assange a faites depuis 2010 que de ce que le pouvoir ne veut pas qu'on sache prioritairement en ce moment. Surtout, c'est l'asservissement invraisemblable de tous les pays du monde, et particulièrement en Europe, au pouvoir américain. Oui. Et ça, il faut surtout pas que ça se voit. Ouais. C'est peut-être la chose qui doit surtout pas être vue prioritairement. Ouais. C'est ce qui est vu manifestement, on le voit de manière caricaturale à propos des Suédois. Plus encore presque que des Anglais. Oui, mais nous sommes des caniches. Et ça, c'est ce qui ne doit surtout pas être vu par le grand public. Vous vous souvenez de jour de fête, non, et Tati, la tournée à l'américaine. Vous vous souvenez pas? Non? En rentrant là, vous regardez jour de fête. Et le facteur qui fait sa tournée à l'américaine. Vous vous souvenez pas de jour de fête? Si. Non mais sur l'influence de l'Amérique. Hein, parce que ça doit vous parler, quoi. Ce petit facteur d'un village qui tout d'un coup se met en tête de faire la tournée à l'américaine. Ça date de la Première Guerre mondiale, hein, enfin surtout la Deuxième, oui, la tournée à l'américaine. Bon, on est toujours là-dedans, quoi. On importe des idées. Maintenant, on importe même des... Enfin, là, ça fait un bout de temps, mais on importe des idées maintenant. On importe le woke, on importe toutes les idées qui viennent des universités, des trucs élucubrés dans des universités américaines, on les amène ici. Alors il faut être pour, bien sûr, parce qu'on est de gauche, alors il faut bien obligé de suivre. Hein. Ah oui, c'est comme Fabienne Synthèse, on est obligé de suivre. On dit, pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Qu'est-ce que c'est la votre culture? Ah ben d'accord, on est pour, parce qu'on est de gauche. C'est non, tu n'es pas pour la woke culture. Ah si, je mange beaucoup de la woke de taille. Mais sur les câbles aussi, ce qui était intéressant pour dire, par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur, c'est sur quand Wikileaks a révélé les câbles diplomatiques, c'est-à-dire tous les échanges diplomatiques qu'il y avait avec les États-Unis, ce qui était terrible, c'est que ça révélait à quel point les États-Unis considéraient le reste du monde comme des sujets, mais leurs alliés comme des sujets. Et comment ils parlaient de leurs subordonnés, quoi. Et c'est terrible parce que ça a autant gêné les États-Unis, parce qu'il y a quand même Hillary Clinton a été obligée de faire une tournée la Wikileaks Apology Tour, c'était la tournée des excuses dans le monde arabe, pour s'excuser de ce qu'elle avait dit. C'était pas pour nier, hein, elle n'a pas nié, puisque c'était révélé, mais simplement elle a dû aller s'excuser partout. Et en fait, les autres étaient encore plus embarrassés, parce qu'en fait, c'est très embarrassant pour les gens qui montrent qu'ils sont des toutous, quoi. Parce qu'en fait, ça se voyait. Par exemple, il y a une révélation que tout le monde oublie, qui est la révélation qui a été faite en collaboration avec Wikileaks et Le Monde, à l'époque où Le Monde parlait d'Assange, il y a très longtemps. C'est quand Sarkozy a dit aux États-Unis 6 mois avant de vous le dire, de nous le dire à nous, de le dire aux Français qu'il allait être candidat aux élections présidentielles. Il a dit 6 mois avant aux États-Unis. Mais il n'a pas seulement dit aux Américains attention, je vais être candidat, ce qui montre quand même déjà un degré de toutouisme incroyable. Mais en plus, il a dit, mais je ne suis pas comme les gens, parce qu'il était en gouvernement Chirac et Villepin, mais moi je ne suis pas comme eux, hein, je ne suis pas anti-américain. Et donc c'est quand même énorme, quoi. Vous voyez, c'est très gênant autant pour les Américains, mais en fait encore plus pour ceux qui sont les toutous, en fait. Et Hollande a fait la même chose plus tard. Les câbles révélaient aussi qu'il allait se présenter non, mais c'est très mal. C'est Chirac, tout ça, c'était pas bien du tout. C'est ça, c'est une des grosses révélations de Wikileaks et d'Assange, c'est quand même de ce qu'on sait tous quand on fait un peu d'anti-impérialisme de base, mais en fait qui n'est pas quand même connu forcément du grand public. On est quand même, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand même, c'est plus que l'influence américaine, on a quasiment été une colonie quand même, après la guerre, avec le plan Marshall. Je crois que l'idée forte à retenir d'Assange, là, au presse ce soir, c'est l'idée de la vérité.
On dit, faites un journalisme engagé. Bah, alors vous faites un journalisme engagé, vous. Oh là là, vous êtes un journaliste militant. Et je dis jamais qu'on n'est certainement pas des journalistes militants, certainement pas. Mais l'important, c'est la vérité là-dedans, quoi. Là, on est quand même dans une période de complotisme, de confusion, bordel général, le Nord, enfin, il y a plein de trucs qui, vous savez bien. Le remède, c'est bel et bien la vérité. C'est bel et bien l'objectivité. On a quand même bossé, il n'y a pas... Pour savoir quel était le rôle de Pétain par rapport aux Juifs, il y a eu un peu de boulot qui nous a précédés, quoi. Hein, il y a quelques milliers de bouquins, d'études, de recherches. Mais il y a quand même un gars qui arrive. Mais non, vous savez qui est-ce il a sauvé les Juifs. Et que ça marche aujourd'hui, donc ça marche pour une marque d'un public, voilà. Ça doit nous rendre vraiment proches de tous ceux qui croient encore, qui croient à nouveau qu'il y a eu une mise en relation, il y a eu une mise en relativité, je veux dire, de la vérité. Hein. Et de l'objectivité aussi. Je dis ça en tant que journaliste engagé. Hein, et ça n'empêche pas du tout l'engagement. Je vous répète des choses qui sont des banalités pour beaucoup d'entre vous, mais l'engagement du journaliste n'empêche absolument pas sa parfaite objectivité. Et même cette recherche de l'objectivité et de la vérité doit précéder son engagement. Hein. Je fais du Camus pour on dirait que je me confirme de Télérama, là j'ai un peu honte. Mais c'est quand même ça. Et là, au fond, Assange, c'est rien que ça, quoi. Ça n'est rien que ça. C'est l'idée qu'il y a une vérité, qu'on peut atteindre la vérité, qu'il faut défendre les vérités qu'on a réussi à édifier, qu'elles soient de nature, qu'elles soient d'origine, je sais pas, voilà, historique, sociologique, scientifique et même artistique. Hein. Il y a des vérités artistiques aussi, même par des moyens différents. Et que c'est quand même, c'est là-dessus c'est une des voies de notre... la raison étant une folie qui a réussi. Hein. Je vous entends parler de vérité. J'ai eu une information, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des journalistes dans la salle, et j'ai eu une information, enfin il y a eu une information sur Twitter hier, qui disait que toutes les décisions qui avaient été prises en haut de l'État sur la crise du Covid avaient été classées secret défense. Et je voulais savoir si quelqu'un avait une réponse là-dessus, ou s'il y avait des infos par rapport à ça. Non, du point de vue complot, on est nuls. Hein. Je ne sais pas du tout. Ouais. J'ai pas de réponse. C'est terrible, hein, si c'est vrai, ça veut dire que toute la crise du Covid, en fait, c'est-à-dire que si jamais il y a un procès par rapport au mensonge de nos hommes politiques, eh ben, il n'y aura aucune info qui sortira. Oui, mais là on glisse sur un autre sujet qui est le complot. Là, c'est... Oui, vous voulez dire que... Est-ce que discuter, c'est... Non, parce qu'il y a... En fait, c'est à cause du fait que effectivement, il est tout seul, le président, à décider, et que, effectivement, il se protège en décidant... C'est bizarre votre réaction par rapport au complot, j'essaie juste de discuter. Non, mais je dis... Non, vous avez bien raison, mais ça suppose... Non, mais ce que vous dites là, monsieur, c'est une réflexion, une observation qui suppose des recherches. Et qui suppose les recherches que je suggérais auparavant, c'est-à-dire des enquêtes, c'est-à-dire une recherche de la vérité. Il n'y a pas tout d'un coup comme ça quelque chose qui est caché derrière le rideau et qui tire les ficelles. Hélas, ça n'est pas vrai. Et donc le boulot de tous, mais notamment ça doit être, et la fonction des journalistes, non pas que ce sont des êtres supérieurs, mais c'est leur boulot, comme vous êtes dentiste ou plombier ou charcutier, les journalistes doivent être ceux qui vont, pour répondre à votre inquiétude, ceux qui vont voir ce que le pouvoir prépare, ce que le pouvoir concocte, par divers moyens. Et un certain nombre de journalistes l'ont fait, le font, ils sont insuffisamment nombreux, mais voilà, c'est le travail qui leur incombe. Et voilà, mais par rapport à ce que vous dites, pourquoi pas, peut-être,
et cherchons, travaillons. Par exemple, depuis 3 jours, en Guadeloupe, il y a des émeutes tous les soirs, et il n'y a rien dans la presse. À part sur Twitter. Sur la télé, la plus belle. Mais vous avez raison, c'est des sujets très intéressants. C'est des sujets très intéressants qui méritent d'être traités très soigneusement. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, non. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais vous pouvez considérer que ce qui est c'est insuffisant, c'est pas assez précis, etc. On a quand même un journalisme d'enquête, un journalisme. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Récemment, je vais vous dire un truc un petit peu rigolo. Récemment, le préfet l'Allemand, le 17 octobre 61, je sais que certains d'entre vous savent que je suis attaché à ce sujet et que quand je viens ici, j'y pense évidemment à ce qui s'est passé sur ce pont Saint-Michel le 17 octobre 61, parce que j'y étais. Et le préfet allemand, à 8 h du matin, a fait jeter une gerbe de fleurs dans la Seine à la mémoire de ceux qui avaient été. Et après, il a refusé à ce que les gens viennent sur la Seine à côté. Oui, c'est ça. J'y étais aussi, il n'y avait que des flics, vous avez raison. Et ce qui est drôle, alors, j'ai fait un petit truc sur notre page Facebook, la page Facebook de la pacifisme, en disant le préfet allemand rend hommage à Papon. Hein, ok. Et après, j'ai fait 3 petites lignes pour expliquer, et une dernière ligne pour dire c'est pas vrai, mais si on fait rien, ce sera vrai l'année prochaine. D'accord? Ok? Ouais, 3 petites lignes, un petit clin d'œil, pas méchant. On a reçu une centaine de commentaires qui disaient ah le salaud! C'est-à-dire que on avait que au moins une centaine de personnes n'avaient lu que le titre, qui était ironique, hein, qui était ironique. Et donc après ça, on dit bon ben un concert, même un tout petit truc un peu ironique, un peu drôle comme ça, on a lu que le titre, que le titre. Donc la première, moi je veux bien qu'on brûle tous les journalistes et qu'on s'en débarrasse à tout jamais, d'accord. Enfin, il faudrait aussi quand même que le public se remue un petit peu et prenne l'habitude de ne pas être une espèce de gros bébé gavé qui se plaint toujours. Il faut aussi faire l'effort de s'informer, ça veut dire de creuser un peu plus calmement dans les papiers qu'on propose et d'aller un peu plus loin que simplement un titre. J'en profite pour dire que là-dessus, c'est un petit peu une parenthèse, mais je vais être court, dans ces critiques que l'on fait du journalisme, on oublie complètement la façon dont notre travail est perçu, hein, sur la réception du journalisme. Hein, la réception. Qu'est-ce que le public fait de ce qu'on raconte, quoi. Voilà. Et il y a la grand-mère d'une amie qui est ici, qui pendant toute sa vie, et qu'elle continue d'ailleurs, reçoit Paris Match toutes les semaines. Et cette grand-mère, elle fait des critiques de Paris Match. Hein, c'est-à-dire qu'elle écrit sur chaque photo, chaque image, un petit truc ironique, un petit truc drôle. Elle est en colère contre la reine d'Angleterre parce qu'elle vieillit aussi, etc. Et c'est très beau, c'est très drôle, et ça me fait penser à la façon dont le public, c'est-à-dire nous autres, nous recevons, enfin nous autres, ou le public reçoit ce que les journalistes publient, quoi. Hein. Il faut penser à ça aussi, hein. C'est la façon dont les choses sont, la réception est très très importante dans toutes ces histoires-là. Voilà, je dis ça par parenthèse, mais je crois que c'est intéressant de jamais perdre ça de vue, parce qu'on pense, nous autres, il y a des gens d'Acrimed qui sont ici, qui pensent que la responsabilité des médias est immense et qu'il y a un public complètement passif et toutes ces informations lui vont directement dans la moelle épinière, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des tas de raisons qui font que ce public en question a des tas de moyens de pas écouter. De pas écouter les médias. Et c'est une chance, bien souvent. Vous avez une réaction, M. Delage? Il y a une initiative, on a pensé qu'il serait bon de donner la parole à Julian Assange, parce qu'on en parle. On peut en parler, mais est-ce qu'on connaît sa pensée? Est-ce qu'on connaît pourquoi il a fait ça? Donc il y a un livre qui va sortir, je l'annonce,
qui s'appelle Que Julian Assange parle, qui est un recueil de citations compilé par une journaliste américaine qui habite à Paris, Karen Sharp, qui va sortir dans une édition américaine aussi. Parmi ces citations, ou parmi ces réflexions, il y en a une, à mon avis, qui va nous intéresser ce soir, c'est que comment est-ce qu'on mesure le degré de démocratie? À quoi ça se mesure? Nombre de partis, nombre d'élections? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce pays-là est plus démocratique qu'un autre? Est-ce qu'il y a un outil pour mesurer le degré de démocratie? Et Julian Assange propose quelque chose, et je pense que c'est intéressant. C'est quand même une tronche, hein, j'ai eu l'honneur de traduire ces bouquins, j'étais assez surpris du niveau de réflexion. Et il propose la réflexion suivante. Alors, la formule en anglaise est tellement percutante, mais intraduisible, donc je vais être obligé d'être un petit peu en français. Je n'ai pas trouvé là. Le degré de démocratie se mesure à la quantité d'informations qui circulent. Entre nous, vers le haut, vers le bas. Plus les sociétés sont démocratiques, et ça répond indirectement à des réflexions, plus l'information circule, ce qui est, on retombe exactement dans le... Et je pense que c'est une réflexion super intéressante, parce que c'est pas qu'une question de... C'est notre droit de savoir, l'information, la démocratie, tout ça en fait ne fait qu'un, si je puis dire. Oui. Je pense que dans un pays comme la France, on est au courant. On est au courant. On a les moyens d'être au courant tous les jours. C'est pas être informé. Être au courant. Vous avez les titres. Hein, dans votre téléphone, vous avez les titres, vous écoutez un peu France Info, vous avez les 4-5 sujets qu'on a choisis pour vous. Parmi le million de sujets qui auraient pu vous intéresser, l'information, c'est d'abord ce qu'on choisit de ne pas vous dire. Ce qu'on ne choisit pas. C'est exactement là que se produisent les choses. Le choix idéologique, il est là. On va alors parler de sites, ça. Parce qu'il faut quelque chose de grave, il faut quelque chose de proche, il faut quelque chose de sexy, il faut quelque chose d'amusant, puis il faut qu'on ait du buzz. Ça, c'est le souci des rédacteurs chefs. Mais pas plus de 4-5. Oh là là, ça va les gaver. Ok? Songez, n'oubliez jamais que nous sommes, nous autres Français, 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale. Et que nous savons. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Tigré, par exemple? Le Tigré, vous savez un peu ce qui se passe en ce moment en Éthiopie? Il y a un Rwanda là qui est à nos portes. Hein? Et les journalistes qui voudraient aller faire des reportages peuvent aller actuellement en Éthiopie. Qu'est-ce qu'on sait d'Éthiopie? Qu'est-ce qu'on sait du Soudan? Qu'est-ce qu'on sait du reste de ce qui passe? Les élections au Chili, on s'en fout complètement. Il y a d'abord cette voilà. Donc, mais il y a les 4-5 sujets qui vont vous permettre très vite le matin, en prenant votre café, d'être au courant. Il va faire que dans votre journée, au boulot, vous allez être au courant. Vous n'allez pas avoir l'air con, vous savez que machin a fait ci, qui a fait ça, voilà, ça fait quelque chose. Voilà, vous êtes dans le coup. Vous êtes dans le coup. Mais ça, c'est être au courant. Être informé, c'est déjà un peu autre chose. Mais être informé, c'est toujours... c'est toujours pas réfléchir. C'est toujours pas débattre. Hein, et voilà. Donc on est toujours dans un niveau extrêmement limité, quoi. Hein, limité. Et plus on accélère, moi quand j'étais jeune, on pensait que plus il y aurait d'informations, plus on aurait accès aux bouquins, à l'information, etc., plus la démocratie, plus on serait libre, etc. Force est de constater que c'est exactement l'inverse qui se passe. On est gazé d'infos du matin au soir, et on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser, quoi. Et il faudrait freiner et préciser. Freiner et préciser les choses en matière d'information. Moins et plus profond, et plus précis. Moins et plus profond, plus précis. Mais on voit bien, nous, à travers notre site, la pacification, on voit bien que non, il faut qu'on en balance, il faut qu'on balance des choses, et des papiers plus creusés, des reportages plus en longueur, etc. Il n'y a pas à chier, ça intéresse moins, quoi. Et il faut quand même qu'on ait, voilà, il faut qu'on soigne notre audience. Vous voyez, il y a un truc, là. Je pense qu'on est mieux informé qu'on l'était, de manière générale, qu'on l'était il y a 30 ou 40 ans, ou 50. Sinon,
Vous pensez que dans ce quartier, par exemple, les maoïstes venaient piller la librairie de François Maspero, qui était juste à côté, parce qu'ils considéraient que François Maspero exploitait la gauche en vendant des livres, et les maoïstes venaient voler ses bouquins et les revendre chez Gibert à côté. Voilà. Voilà. Il fallait quand même qu'il y ait une sous-information pour qu'il y ait des maoïstes dans ce pays, quand même. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que on est épargné par ce genre de choses, mais on a une saturation, si vous voulez, de la mise au courant et d'une réflexion insuffisante. Les gens sont moins bêtes qu'ils l'étaient il y a 50 ans, probablement. Je pense que le niveau culturel est plus élevé. Mais la réflexion est toujours assez retenue et assez un peu pauvre, quoi, si vous voulez. Voilà. J'espère que je vous fais plaisir en vous disant ça. Oui, ça fait plaisir d'entendre parler de... Parce que moi, je suis au-dessus de ça, vous avez compris. Alors, mon cher Daniel Arrêt, il y a une réflexion qui revenait souvent dans les propos de Chomsky, que tu connais bien. C'est l'idée que quand même la propagande, ce qui nous avait surpris au début, je me rappelle, l'idée que la propagande, finalement, était beaucoup plus efficace avec une population plus éduquée. Ouais, alors, en employant le terme éduqué, je fais attention à ce que je dis, je veux dire qu'ils ont fait un niveau d'études plus important. Ouais. Et ça, c'est une des grandes surprises de ce qu'on avait un peu, des idées qui sont amenées par Chomsky. Oui, dans un des films qu'on a fait, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, on a fait des quantités de débats avec Olivier et il y avait toujours une petite phrase, je sais plus, une petite séquence qui accrochait le public et où Chomsky dit que les gens éduqués sont plus facilement manipulés et manipulables que les gens ordinaires, quoi. Alors évidemment que dans la salle, on n'avait que des auditeurs de France Inter, des lecteurs de Télérama, des gens, voilà. Et c'était le premier choc, mais vous êtes sûr. Et c'était difficile de leur dire qu'on pensait que Chomsky ne se trompait pas. Ouais. Mais on avait toujours l'exemple de 2005. Hein. Je me souviens que mon truc, c'était de dire, oui, en 2005, ce qui avait fait la réussite du référendum, du non-référendum, c'était pas forcément les lecteurs de Télérama ni les auditeurs de France Inter à l'époque, puisque la majorité de ces auditeurs, et surtout des journalistes de France Inter, étaient tout à fait favorables au oui. C'était effectivement des gens qui se référaient à leur propre expérience. C'était là qu'ils s'apercevaient qu'ils étaient au chômage, par exemple. Ils s'apercevaient que leur pouvoir d'achat baissait, etc. Et qu'ils avaient fait le lien entre la situation dans laquelle ils étaient, leur vie, et puis cette proposition de référendum. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais enfin, quand même, quoi. C'est pour revenir à ma critique de l'absence de réflexion qui suit l'information, je pense que ça s'élimine pas, quoi. Hein. Mais cela dit, il est vrai, là on est en train de sortir complètement du sujet, qu'il y a très souvent peu de liens entre les informations qui circulent et la vie des gens. Mais on ne s'éloigne pas du sujet, parce qu'en fait, finalement, le sujet d'Assange, c'est quand même de donner des informations disponibles aux gens. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai que c'est un peu la solution facile de dire toujours, bon, les journalistes, on aime bien taper sur la gueule des journalistes parce que c'est facile. Mais qu'en fait, il y a quand même un effort à faire aussi des lecteurs, enfin des gens qui s'informent eux-mêmes. Et que finalement, Assange, en donnant des informations, à un moment donné, il y a cette question-là qui se pose, quoi. C'est la question de, effectivement, la personne, quand vous lisez le titre et pas la troisième ligne, vous n'êtes pas forcément plus malin que le journaliste que vous avez critiqué, quoi. Il y a quand même cette question-là dans le débat. Et c'est pas mal de le rappeler quand même, que c'est un peu d'autocritique, on appelle ça autocritique. Je crois qu'on prêche à des convaincus, là, je crois qu'on est pas. Il y a peut-être encore une question ou deux, puis après on va peut-être conclure, parce que ça va, non? Oui, merci. En fait, la question que je me pose, c'est dans les chefs d'accusation que les États-Unis sont en train de remettre sur la table, il y a ce souci informatique et la diffusion d'informations classifiées.
Et ce monsieur a évoqué tout à l'heure une classification de secret défense pour un événement qui est en train d'arriver et de continuer. Et donc on va avec cet outil, le fameux secret défense, étancher tout un système ou toute une cabale où on peut imaginer n'importe quoi. Donc on met un couvercle dessus. Et ça veut donc dire qu'on a des lois, en France par exemple, avec la confidentialité, le secret défense, qui empêchent tout le monde officiellement de divulguer d'informations. Donc si on rompt le contrat qu'on a dans un établissement où on est assujetti au secret défense, on est justiciable. Alors comment, dans le cas d'Assange, c'est une question que je me pose parce que je ne connais pas vraiment le dossier, justement je viens pour m'informer, pour pas uniquement jouir de mon statut de cinéphile et de rêver encore du film qui a été fait sur Assange. Et donc là, la question que je me pose, c'est comment Assange ne peut pas être justiciable en ayant révélé des informations classifiées. Voilà ma question. Parce que je n'ai pas vraiment compris comment fonctionnait cette justice américaine qui a mis autant de temps pour l'attaquer directement et dire vous avez révélé des affaires, des documents classifiés, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que Assange mettait à disposition des journalistes et vous expliquez que ces journalistes n'étaient pas forcément toujours ou de la bonne obédience ou qui avaient le bon comportement pour mal diffuser l'information, puisqu'il faut qu'ils fassent le buzz. C'est-à-dire que si dans l'information d'Assange qu'on me donne, je trouve moi que le buzz, il va être sur un point qui vraiment ne devrait pas être révélé, comme je suis un mauvais journaliste, je vais créer le buzz, mais en donnant une information qui va peut-être exposer justement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des personnalités. Voilà, donc c'est une question toute simple sur cette procédure que suit Assange, et maintenant ces Américains qui lui veulent vraiment du mal en utilisant des arguments de justice. Lui, sa règle morale et celle de Wikileaks, c'est de dire nous affligeons les puissants, transparence sur les puissants, protection sur les modestes, en gros. Donc, nous nous autorisons à publier, à divulguer ou à entamer la divulgation d'informations concernant les puissants, les personnes qui détiennent des pouvoirs, les personnes ou les systèmes qui détiennent des pouvoirs sur les autres, voilà. Mais ce qui est tout à fait évidemment loi, moi on ne peut qu'adhérer à cette idée. Et pardon. Comment je suis tout à fait d'accord. Oui. La sanction, elle intervient lorsque ça tout simplement, c'est cette démarche très simple, elle porte atteinte au système de pouvoir dans un pays comme les États-Unis qui dit nous ne voulons pas que vous sachiez ce que nous faisons. Et voilà, simplement, nous avons notre défense, nous avons nos services secrets, nous avons nos secrets défense, nous avons nos secrets d'État, et vous ne rentrez pas ici. Et vous, c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs moments où des chercheurs ou des journalistes, etc., sont rentrés là-dedans. On connaît les conséquences formidables que ça a pu avoir, que de rentrer dans ces voilà. Et il est tout à fait normal que les détenteurs de ces pouvoirs se défendent en disant c'est de l'intérêt général, si vous n'êtes pas informé, c'est pour votre bien qu'on ne vous le dit pas. Je me souviens qu'après le 11 septembre, il y a eu un sondage aux États-Unis qui était, je crois que ça a été un sondage, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous mente ? Il y a eu une telle émotion que je dis oui, mentez-nous.
Je crois qu'il faut retrouver un peu les traces de ça. Vous voyez, vous inquiétez pas, mais ça nous regarde. Vous préoccupez pas de ça. Amusez-vous, mariez-vous, amusez-vous, baisez, prenez des petits sujets, là, des petits trucs. Quoi. Nous, on s'occupe de. On est les grands, nous. On est les grands. Puis tout d'un coup, les petits disent non, attendez, on voudrait savoir un peu ce que vous faites. C'est tout, finalement. C'est quelque chose de récurrent. Il y a eu des précédents. Il y a une... Vous connaissez bien cette toile fameuse, je ne sais plus quel peintre du 19e, sur le porteur de mauvaises nouvelles. Vous connaissez cette peinture, probablement. Il y a deux personnages qui sont égorgés, qui traînent dans leur sang, parce qu'ils ont apporté la mauvaise nouvelle. Finalement, et le Néron, l'empereur est là, fâché, parce qu'il a été obligé de faire égorger ces deux messagers. C'est ça, c'est le... Voilà. Au fond Assange, c'est le messager. C'est pas le message, hein, c'est le messager. La question, c'est le message. La question, c'est le message. Et ça les emmerde que ce message... encore une fois, c'est pas... Il y a des précédents. Il y a des précédents. Il y a une volonté permanente de dévoiler. Quoi. On veut toujours... Alors, on veut que les choses se dévoilent. Et je pense que sur le temps long, si vous voulez... Je pense que sur le temps long, je vais peut-être vous agacer, mais il y a un progrès. On n'aime pas dire ça, il ne faut pas dire qu'il y a des progrès. Parce qu'on veut absolument être... C'était mieux avant, puis maintenant ça régresse. Si vous pensez à ce qu'a été le bourrage de crâne pendant la guerre de 14, par exemple, je ne suis pas sûr que ce serait possible aujourd'hui, quand même. À ce point-là. À ce point-là. Enfin, je vais peut-être finir sur une note d'optimisme. Il y a quand même encore un monsieur là-bas. Ouais. Mais justement, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas que on le voit un peu dans le film, la plage médiatique, le messager est passé devant le message. C'est-à-dire que toutes les révélations qu'a fait Assange, les centaines de milliers de documents, etc., ont pratiquement disparu. Oui. Alors que ça montre des scandales innommables. Et justement, ça montre que le secret de défense est totalement injustifiable pour l'essentiel de tout ce qu'il a pu révéler. Mais c'est passé derrière la situation d'Assange lui-même aujourd'hui. Oui. Et c'est un peu le succès des Américains, quelque part, aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à faire passer ces scandales abominables derrière le cas d'Assange lui-même. Oui. C'est mon sentiment aussi. Ça a été mon sentiment en regardant ce film. Je me suis dit, mais... et vous avez tout à fait raison. J'ai été obligé de bosser un peu pour me mettre de quoi. Quels sont les scandales qu'il a révélés? Quels sont les scandales qu'il a vraiment révélés? Quelle a été son efficacité? Pas seulement lui, mais Wikileaks. Hein, et on s'aperçoit que c'était une véritable efficacité. C'est pas Cahuzac, hein, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, c'est Guantanamo. C'est quand même des grands moments historiques dont le cours a été modifié, annulé avec ces révélations. Et on manque effectivement, peut-être, je ne sais pas, les spécialistes de Wikileaks peuvent nous le dire, d'un vrai bilan de ce qu'a été jusque-là les révélations. Oui, voilà. C'est vrai que le côté commerçant reprend. Oui, en vente partout. 19 € à l'entrée. Il y a un bouquin de 260 pages et ça explique tout ce qu'on n'a pas dit dans le débat. Ok. Bon, de toute façon, ma conviction personnelle, mais je pense que c'est tout la partage, c'est qu'il serait au moins indispensable que la France accorde l'asile à Assange, et puis l'année prochaine, le prix Nobel. Oui, c'est pas décidé de proposer 8 fois. Hein? Il a été proposé 8 fois. Il a été proposé 8 fois au prix Nobel. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, acheter lui son truc, c'est pour ça qu'il est là. Je suis venu que pour vendre.